Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle nuit de terreur. Ce soir, je porte une perruque de magistrat, tout simplement parce que c'est la thématique du livre que je vais vous raconter. Une histoire de jugement et surtout de sentence. Vous connaissez tous probablement le proverbe qui dit « Tu seras puni par là où tu as péché ». Eh bien, c'est justement ça, le sujet du livre. C'est encore une de mes œuvres, et ça sera la dernière que je vais vous lire, tout simplement parce que les autres étant des bandes dessinées, je ne peux donc pas vous les lire. Il faut le savoir que c'est aussi adapté d'un de mes nombreux films amateurs que j'ai eu fait dans le passé, mais celle-ci, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer sur Internet, étant donné qu'une personne ne veut pas être publiée sur Internet. Donc, par respect, je ne le ferai pas. Sans plus attendre, je vous présente le livre en question, Histoire de sorcière. Alors, c'est tout simplement l'histoire d'une vieille sorcière qui va vous raconter 4 histoires différentes sur une thématique différente, mais toujours avec une morale à la fin. Bref, sans plus attendre, je vais donc vous raconter les histoires de sorcières. Je vais donc vous lire Histoire de sorcière, un livre écrit par mes soins, Jean-Clément Philippe Estève, en auto-édition entre 2009 et 2011. Bonsoir, jeunes gens, amateurs d'horreur et de surnaturel. Les histoires que je vais vous raconter vous feront frémir d'horreur. Sans plus attendre, voici la première d'entre elles. Elle vous apprendra qu'à force d'être une mauvaise graine, on finit par manger des pissenlits par la racine. Cette histoire s'intitule « Pelouse interdite ». Nous sommes à Toulon, une ville située dans le sud de la France, plus précisément dans le jardin d'acclimatation qui se trouve non loin des plages du Mourion. Le jardin est immense. Il est composé de plantes régionales, mais aussi de plantes provenant des 4 coins du monde. Il est magnifiquement décoré de quelques statues dédiées aux poètes disparus, et il y a même des nains de jardin de toute taille placés sur les pelouses parfaitement entretenues. Le jardin est sous la direction des moines du monastère des Châtiments, situé juste à côté. En cette belle matinée, c'est au tour du père Sylvain de ratisser les feuilles mortes. Le père Sylvain a 63 ans, il est vêtu de la bure marron que portent traditionnellement les moines. Serré à la taille par une lourde corde, un chapelet en noyau d'olive y est accroché. Au pied, de vieilles sandales usées. Une paire de lunettes presque aussi âgées est posée sur son nez. Il est tonsuré comme tous les autres moines du monastère, et enfin, un crucifix en bois d'olivier pend à son cou par une cordelette de lin. Sortant du monastère à un toit de feuilles à la main, le père Sylvain marche doucement dans les allées du parc. Il ratisse tranquillement les feuilles mortes tombées à terre, faisant de petits monticules à chaque bout d'allée afin de les ramasser sur le chemin du retour. Arrivé au bout de l'allée, il aperçoit l'un des 13 nains de jardin placés dans le parc. Tous les nains sont en plastique à cause du mistral qui souffle très fort dans la région. Il y en a de plusieurs tailles, d'une vingtaine de centimètres à 1 mètre. Celui-ci est très poussiéreux. Il tient fermement dans sa main droite un panneau où il est inscrit « Pelouse interdite ». Le père Sylvain parle très souvent aux nains de jardin, les considérant comme des êtres vivants, car pour lui, tous les objets taillés de la main de l'homme possèdent une âme. Le père Sylvain s'adresse à lui. « Oh mon ami, te voilà bien poussiéreux !» Puis il saisit un coin de tissu de sa bure et commence à l'épousseter. Une fois fini, il le regarde fixement pendant plusieurs minutes, puis lui dit « Prends bien soin de ma pelouse !» Puis le père Sylvain prend son râteau et poursuit consciencieusement le ratissage du jardin. Au même moment, à l'autre bout du parc, 2 hommes arrivent. Le premier des 2 hommes s'appelle Stéphane Piffiz. Il a 42 ans et mesure 1,65 m. Il est brun, les cheveux courts coiffés en brosse. Il porte un t-shirt gris du RCT, un short bleu et une paire de lunettes de vue classique et une paire de tongs aux pieds. Le deuxième homme, Alain Chaours, a le même âge. Il mesure 1,63 m, il est brun, les cheveux courts mal coiffés avec une queue de rat à l'arrière de la tête. Il porte un t-shirt orange où il est inscrit les Tipaniers Mouréa, un short vert à carreaux, une paire de lunettes à double foyer sur son nez, et à ses pieds, une paire de sandales de plage en plastique bleu. Les 2 hommes se sont donné rendez-vous à 10 h dans le parc avec 3 autres amis. Mais avec 30 minutes d'avance, ils sont les premiers arrivés. Ils déposent leurs affaires sur la pelouse. Alain sort un ballon de rugby de son sac et propose à Stéphane de se faire quelques passes en attendant les autres.
Il est marqué à l'entrée qu'il est interdit de jouer au parc. De plus, il est interdit de marcher sur les pelouses. On s'en fout, on fait rien de mal que je sache. Ouais. Après tout, t'as raison, Alain. Ce n'est pas bien légion. Jouons un peu. Nos deux amis enfreignent donc les interdits. Ils installent donc tous les deux sur la pelouse et se font quelques passes de ballon. Tout se passe bien. Alain et Stéphane maîtrisent bien le lancer jusqu'au moment où Stéphane fait une passe trop haute pour Alain qui ne peut l'attraper. Le ballon poursuit sa course dans une bambouserie et roule jusqu'à ce qu'il soit stoppé par un nain de jardin. Ah, c'est malin. Putain, je le vois même plus à présent. Oups, désolé Alain. Ouais, c'est ça, marque-toi bien. C'est pas toi qui vas devoir t'aventurer là-dedans. On n'y voit rien. T'as pas bientôt de fini de râler. Va le chercher le ballon, qu'on puisse continuer notre partie. Ok, c'est bon, j'y vais. Mais la prochaine fois, ça sera toi qui iras. Ok, promis. La prochaine fois, ça sera moi. Bon, j'y vais. Putain, on n'y voit rien là-dedans. En plus, ça fout les jetons. Alain a raison d'avoir peur. La bambouserie est très sombre, qui plus est très broussailleuse. On n'y voit presque rien. Alain commence à s'aventurer dedans quand soudain un grand bruit, paf, se fait entendre, suivi d'un rire démoniaque. Surpris, Alain fait quelques pas en arrière. Stéphane le rejoint. Qu'est-ce que ça pourrait être d'après toi? T'en sais rien du tout, Stéphane. T'as qu'à aller voir. Moi, je reste là et je couvre tes arrières. Mais bien sûr, tu m'as bien regardé, je n'irai rien là-dedans tout seul. Tu viens avec moi ou je n'y vais pas du tout. Ok, c'est bon, je viens. T'es dur en affaires, tu sais. Nos deux amis se décident enfin à y aller. Mais à peine ont-ils fait quelques mètres que quelque chose est projeté de la bambouserie et tombe à leurs pieds. C'est le ballon de rugby. Il est crevé. Une large entaille a été faite, visiblement avec un objet tranchant. Alain, fou de rage, crie « Enculé, sors de là. Je vais te mettre la rouste, tu vas voir. » Alain est en rogne. En effet, le ballon de rugby est collector. Il l'a fait signer par tous les membres de l'équipe du RCT. Il y a même la signature de Tana Umaga et de Mourad Boudjelal dessus. Autant dire qu'il lui a fallu pas mal de temps pour réunir toutes ces signatures. Après quelques secondes d'attente, une chose sort de la bambouserie. Mais il fait trop sombre pour que nos amis puissent voir ce dont il s'agit. Alain fait le fier et lui dit « Allez, viens te battre si tu es un homme. » Mais justement, tout le problème est là. Ce n'est pas un homme. D'un coup, les yeux de la créature s'ouvrent et laissent apparaître des yeux globuleux injectés de sang. Un rire démoniaque sort à nouveau de la bouche de l'atroce créature. Il n'en faut pas plus à nos amis qui, effrayés, se mettent à courir à vive allure. Malheureusement pour eux, la chose se met de suite à leur poursuite et parvient à rattraper Stéphane. Le malheureux se retourne, les larmes aux yeux, et implore la chose. « Pitié, ne me faites pas de mal !» dit-il en sanglotant. Mais la créature démoniaque n'en fait rien. Elle saute sur Stéphane, lui empoigne formellement le t-shirt d'une main et avec l'autre lui plante violemment son arme dans le ventre, juste sous le nombril. Puis d'un coup sec, elle remonte son arme tranchante, lui faisant une entaille jusqu'au cou. La créature lâche donc Stéphane qui tombe de suite à genoux. D'un coup, son ventre et son thorax s'ouvrent, tous ses organes tombent à terre. Mais le malheureux Stéphane n'est pas mort de suite. Il a eu le temps de voir ses poumons et son cœur battre dû au réflexe. Très peu de temps après, Stéphane s'écroule au sol et pousse son dernier souffle. La chose ne prend même pas le temps de se reposer. Elle tourne la tête en direction d'Alain, qui n'était pas beaucoup plus loin. Ce dernier a même assisté à l'exécution de son ami. Immédiatement, la chose se met à courir en direction d'Alain. Celui-ci se met à fuir à toute vitesse, mais la créature n'a pas l'intention de laisser partir sa prochaine victime. Elle lui lance de toutes ses forces l'arme ensanglantée qui a servi à tuer Stéphane. Alain n'a pas le temps de l'esquiver. Elle vient se planter dans la colonne vertébrale, tranchant la moelle épinière. Ce dernier pousse un cri et tombe à terre. Il se met alors à ramper. L'horrible monstre se dirige tranquillement vers le malheureux. Quand la chose arrive à proximité d'Alain, ce dernier tourne la tête vers son agresseur afin de savoir qui est son bourreau. Quand il voit enfin ce dont il s'agit, Alain se met à crier de toutes ses forces. Mais la chose est bien décidée à le faire taire une bonne fois pour toutes. Elle saute sur le dos d'Alain, attrape fermement son arme et l'extirpe violemment du dos du malheureux. Puis saisit formellement la mèche de cheveux d'Alain et lui tire la tête en arrière. Puis c'est avec une rage folle qu'elle lui plante violemment son arme dans la gorge, lui tranchant le cou jusqu'aux vertèbres. Des flots de sang jaillissent de la plaie béante au rythme de la pression artérielle. La chose pousse des rires à glacer le sang.
Une fois Alain mort, la chose saisit les pieds du cadavre et le traîne jusqu'à son repère. Une fois fait, elle fit de même avec le corps de Stéphane. Les 2 cadavres planqués en lieu sûr, la créature commence à retourner d'où elle vient. Mais la chose est intelligente. Avant de partir, elle se dirige vers une canalisation et active les arroseurs automatiques, afin de laver le sol et les pelouses du sang de ses victimes. Il est 10h05. 3 personnes entrent dans le parc. Il s'agit des amis de Stéphane et d'Alain. Ils s'étaient donné rendez-vous ici à 10h. Le premier des 3 amis s'appelle Clément Abetcheux. Il a 25 ans, mesure 1m78, il a le crâne rasé surmonté d'un bob. Il porte un t-shirt jaune, un pantalon baggy, une paire de baskets de style skater et il a la léger en bon point. La deuxième personne se nomme Magali Murat. Elle a 23 ans, elle est blonde et mesure 1m70. Porte un joli sweat de couleur lavande avec une marguerite en motif, un pantalon bleu et une paire de chaussures de ville. Le dernier des 3 amis s'appelle Clément Estève, mais il préfère qu'on l'appelle Piment, un surnom qu'il traîne depuis bien longtemps. Il a 30 ans, mesure 1m74, il est brun et porte la coupe mulet. Il a également un t-shirt de sport blanc, un jean et une paire de tennis noirs. Le petit groupe se dirige donc vers le lieu du rendez-vous, où Alain et Stéphane les ont attendus. Ils s'assoient tous sur la pelouse en attendant. Clément sort de sa sacoche une canette de cola classique et un paquet de biscuits, qu'ils décident de manger en attendant leurs collègues. « Vas-y Clem, fais tourner les cocolibés, ok? Tiens, attrape. » Merci. Tu en veux Magali? Non, c'est bon Piment. C'était bien 10h le lieu du rendez-vous? Oui, c'est bien ça, il devrait être là d'ailleurs. Mais le temps passe et toujours pas d'Alain et Stéphane. Inquiète, Magali propose à Clément de leur téléphoner, ce qu'il fait sans attendre d'ailleurs, mais aucune réponse de leur part. Piment commence à perdre patience. Putain! Mais ils sont où? Ils nous ont pris pour des cons ou quoi? Magali tente bien que mal de calmer Piment et elle finit par y arriver. Au loin, le père Sylvain arrive toujours muni de son râteau. Il ne se préoccupe pas du tout du groupe de jeunes, mais surtout de la propreté du jardin. Il prend aussi grand soin dépoussiérer les nains du jardin. Le petit groupe aperçoit le vieux moine et commence à rire en voyant son allure. Hé, Piment, tu as vu le moine là-bas? Je croyais que ça n'existait plus de nos jours. Ah ouais, on dirait c'est de la publicité chaussée au moine. Les garçons, vous n'avez pas bientôt fini de vous moquer de ce pauvre moine? Dit Magali d'un air agacé. Oh, ça va, on se moque pas de lui. On dit juste que les moines traditionnalistes comme ça ne se voit plus beaucoup, c'est tout. Le père Sylvain entend la discussion des jeunes et s'aperçoit par la même occasion qu'ils sont sur la pelouse alors qu'ils ne devraient pas y être. Il les interpelle et leur dit « Bonjour mes enfants, il est interdit de s'asseoir ou de marcher sur les pelouses. Allez donc vous asseoir sur les bancs prévus à cet effet. Merci. » D'un coup, Clément lui répond méchamment. « Ouais, c'est ça, moine. Retourne donc balayer le jardin. Il ne vient pas nous les casser, ok ?» Puis il jette en sa direction la canette de cola vide et l'emballage de paquets de biscuits. Le moine se met donc à râler sur les jeunes. « Bande de voyous, je vais appeler la police, moi !» Puis le moine s'en va. Peut-être a-t-il l'intention de mettre sa menace à exécution. Magali et Piment restent sans voix par rapport à la réaction exagérée de Clément. « Ça t'arrive souvent, Clément? On t'avait rien fait de mal, ce moine. Pourquoi lui as-tu parlé comme ça? » C'est vrai ce que dit Piment. Mais qu'est-ce qui t'est pris? Oh, ouais, vous avez raison, je me suis mal comporté. Ça, c'est à cause d'Alain et Stéphane. Ça fait 15 minutes qu'on les attend comme des cons. Et même pas ils nous téléphonent pour nous prévenir de leur retard. Ça me gonfle, ça. Et moi, comme un gros con, j'ai passé mes nerfs sur ce pauvre moine qui est pour rien. Bon, dès qu'il revient, je m'excuserai. Ça vous va comme ça? Ok, ça me va. Moi aussi, ça me va. Clément, téléphone-leur encore une fois, on sait jamais. Ok, ça roule. Clément s'exécute donc et téléphone à Stéphane et Alain, mais personne ne répond. Soudainement, Magali interpelle ses 2 amis. « Vous n'avez pas entendu? C'était la sonnerie d'Alain. Quand tu l'as appelé, j'ai entendu sa sonnerie de portable. On aurait dit qu'il était à côté. » Magali scrute les alentours, espérant voir Alain. Soudain, elle remarque quelque chose au loin. Ça ne serait pas le ballon d'Alain là-bas? Intrigué, le petit groupe se lève et décide d'aller voir ça de plus près. Arrivé auprès du mystérieux objet, le petit groupe remarque le ballon d'Alain largement déchiqueté. « Oh, vous avez vu ça? C'est le ballon d'Alain. Et que fait-il ici? Et surtout qu'il est mis dans un état pareil? Je sais pas du tout, Piment. Tout ce que je sais, c'est que ceci me semble bien louche. Clem,
Téléphone de nouveau à Alain pour voir. J'ai entendu sa sonnerie tout à l'heure. Il est peut-être toujours ici. Bonne idée, Magali. Je le fais tout de suite. Sur la demande de Magali, Clément téléphone de nouveau à Alain. C'est alors que la sonnerie se fait de nouveau entendre, comme s'il était à côté de lui. Immédiatement, Magali désigne du doigt l'endroit d'où provient la sonnerie. La forêt de bambous. Clément se dévoue pour aller voir ça de plus près. Il avance donc prudemment dans la bambouserie, sombre et humide, jusqu'au moment où Clément repère le téléphone posé au sol à côté d'un nain de jardin. Il le saisit et fait chemin inverse. J'ai trouvé son téléphone. Il était un peu plus loin, posé au sol à côté d'un nain. Putain, si ça se trouve, c'est le moine. Et il les a peut-être kidnappés. Tu n'as pas bientôt fini de dire des conneries, Clément? Comment ça, des conneries? Ça existe des hommes de foi pervers qui enlèvent les enfants. Comme tu dis, Clément, ce sont des enfants qui se font enlever, et non des adultes. Et qu'est-ce que tu en sais? C'est peut-être un moine serial killer. Il les a trouvés à son goût, les a tués, et embarqué le cadavre. Alors là, tu touches le fond, mon pauvre ami. Eh, les garçons, vous avez pas bientôt fini ou quoi? Alain et Stéphane ont disparu et vous disputez comme des idiots. Piment a raison, ça ne peut pas être le moine. Imaginez 2 secondes un moine serial killer quand même. Ouais, c'est vrai, je les connais. D'après toi, Piment, où sont Alain et Stéphane? À mon avis, ils sont... Soudainement, un grognement se fait entendre, suivi d'un rire inhumain. Les 3 jeunes sursautent d'un coup. Ils se demandent bien ce que ça pourrait bien être. Mais aussi d'où ça peut bien provenir. Tout d'un coup, un autre grognement. Immédiatement, Magali repère d'où provient le bruit. Elle leur montre du doigt la forêt de bambous. Les 3 jeunes amis regardent fixement le bosquet de bambous. Ils espèrent voir ce qui a émis ces grognements. Quand soudain, une silhouette de petite taille s'avance et finit par apparaître aux yeux des 3 jeunes. Ils restent sans voix quand ils comprennent qu'il s'agit en fait d'un nain de jardin. En effet, qui ne serait pas surpris de voir un nain de jardin se mouvoir ainsi par une force inconnue? D'un coup, un autre grognement. Immédiatement, le petit groupe tourne la tête en direction du bruit et ne tarde pas à découvrir d'où vient le bruit. Un autre nain de jardin commence à s'animer. Ils peuvent voir sans difficulté les bras et les jambes du nain se désolidariser. Puis le regard du nain change subitement. Ses yeux deviennent rouge sang et un large sourire se forme, laissant apparaître des dents pointues. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, Piment, mais on n'a pas intérêt de traîner ici, c'est moi qui te le dis. Clément a raison, ce jardin est hanté ou maudit, je ne sais pas, restons pas ici 1 minute de plus. Le petit groupe se met de suite à courir en direction de la sortie. Une fois devant le portail, ce dernier se ferme brutalement devant eux. Merde! Et c'est ce que ça veut dire à la fin? Eh bien, je vais te le dire, moi, ce que ça veut dire. Ils n'ont pas l'intention de nous laisser partir vivants, voilà tout. Arrête, Piment, tu me fais peur. Ah oui, je te fais peur. Et eux, à ton avis, ils te font peur? Piment pointe du doigt les nains de jardin qu'ils ont rattrapés. De plus, 3 autres nains de jardin se sont joints aux autres. Cassons-nous d'ici, dit Clément apeuré. Ils se mettent tous les 3 à courir dans les allées du parc, espérant semer leurs poursuivants. Après quelques minutes de course, ils s'arrêtent pensant être en sécurité. Mais pourquoi on s'enfuit? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est que des nains de jardin, on n'a pas à avoir peur de nains de jardin quand même. Je te rappelle qu'il y en a 5, qu'ils sont armés de hallebardes, de râteaux ou de haches. Écoute, ça doit pas être si dur que ça, vous ne croyez pas? Soudain, plusieurs rires démoniaques se font entendre derrière eux. Nos amis se retournent et là ils voient que tous les nains de jardin sont derrière eux, 13 au total. Il y en a de toutes les tailles, tenant dans leurs mains toutes sortes d'objets pointus ou tranchants. Ne nous faites pas de mal, dit Magali tout en sanglotant. Leur réponse ne se fait pas entendre. Un des nains de jardin se jette sur elle et lui donne un violent coup de hache, ce qui lui tranche la tête. Le coup est si puissant que ça lui coupe sa chevelure en même temps. La tête tombe à terre et roule sur les pieds de Piment. Ce dernier regarde fixement la tête de Magali se mouvoir par réflexe. Au moment même où il relève la tête, un nain de jardin lui donne un énorme coup de pelle de douce dans la gorge, qui se tranche profondément. Le sang gicle dans tous les sens, et les nains de jardin tentent même de le boire à la volée. Clément, qui vient de voir ses amis mourir sous ses yeux, ne perd pas une seconde et s'enfuit à vive allure. Il court sans arrêt pendant plusieurs minutes,
et au détour d'une allée, il aperçoit un petit chemin sombre qui s'enfonce au travers des buissons et autres plantes. Il décide donc de l'emprunter. Arrivé au bout, il se cache dans ce qui semble être une petite clairière. Il scrute discrètement le chemin et attend le moment propice pour partir du jardin. Mais soudain, une odeur lui arrive au nez, une odeur de pourriture. Il fouille dans sa poche et sort un briquet. Sans plus attendre, elle l'allume, et là, il aperçoit avec dégoût des crânes humains empilés les uns sur les autres, des monticules d'ossements humains et des cadavres putréfiés. Parmi eux, ceux d'Alain et Stéphane. Il comprend de suite qu'il est dans l'antre des nains de jardin. Pris de haut le cœur, il vomit et lâche le briquet qui s'éteint. Une fois soulagé, il ramasse le briquet et l'allume à nouveau sans attendre. Quand la lumière apparaît, il se retrouve encerclé par les nains de jardin. « Non, pas moi, pitié !» dit-il, terrifié. Il a tout juste le temps de finir sa phrase que tous les nains de jardin se jettent sur lui en même temps. Ils lui donnent des coups de hache et de pelle. Ils le griffent, le mordillent, le déchirent de partout. Clément, en pleurs, hurle de toutes ses forces. « Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Et là, un rire diabolique retentit, puis l'un des nains de jardin s'exclame « Pelouse interdite !» J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous apprendra qu'il faut se méfier des moines, mais aussi des nains de jardin. Dans notre prochaine histoire, vous verrez qu'il ne faut pas trop se laisser prendre au jeu, sinon cela risque de vous jouer de mauvais tours. Cette histoire s'intitule « Attention, jeu dangereux ». En cette belle matinée de novembre 1997, les frères Marcelin et Gilles Prioulet décident de faire les courses pour la semaine. Ils se rendent au centre commercial Grand Var. La fratrie fait ses courses comme à son habitude. Les courses finies, Gilles décide de passer par Strata Games, un magasin qui vend principalement des mangas et des jeux vidéo. Au désespoir de Marcelin, Gilles se rend quand même au magasin. « Gilles, t'as pas bientôt fini d'acheter n'importe quoi ? » Pff, pour toi, tout ce que j'achète, c'est n'importe quoi. Si je t'écoutais, je devrais acheter que des livres d'histoire ou des romans à la arabesque. Tu crois pas que t'abuses un peu, là ? Si, mais bon, t'es chiant, tu le sais. Attends-moi ici, j'en ai pas pour longtemps, ok ? Ok, mais fais vite. Gilles entre donc dans le magasin. Sans réfléchir, il se dirige vers le rayon de jeux vidéo. Il regarde avec attention tous les jeux. Alors, voyons voir. Dragon Lore 2, je l'ai déjà. Ensuite... Ecstatica. Il a l'air pas mal, celui-là. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Blood ! Trop bien ! Un jeu bien gore quand je les aime. Je le prends. Bon, ça suffira pour le moment. Je vais vite payer ça, j'y vais, sinon Marcel va me faire un caca nerveux. Gilles va donc en caisse pour payer le jeu. Il se dirige ensuite vers la voiture où Marcelin l'attend d'un air agacé. J'ai failli attendre 10 minutes pour prendre un jeu de merde. Pourquoi jeu de merde? Je ne critique pas tes livres pourris, moi. Gilles, tu passes tout ton temps de libre sur tes jeux vidéo. Tu devrais t'instruire, c'est plus important. Important pour qui? Pour toi ou pour moi? Ouf, c'est bon. Joue à tes jeux débiles si tu veux, moi je m'en fous. Les frères rentrent donc chez eux, au 239 rue Sténor, quartier Saint-Jean-du-Var à Toulon. Marcelin et Gilles déchargent et rangent les courses. Une fois fini, Gilles se précipite sur l'ordinateur pour tester son nouveau jeu acheté un peu plus tôt. Marcelin, quant à lui, part essayer des nouveaux vêtements qu'il a achetés. Il rentre dans sa chambre et enfile de suite son nouveau blouson de cuir acheté un peu plus tôt. Il y va à merveille, ce qui le ravit. En effet, Marcelin est fan d'hard rock. Il a 23 ans, mesure 1,73 m, il est châtain foncé et a une calvitie, mais porte les cheveux longs en queue de cheval. C'est un adepte du jean troué et porte une paire de Santiago. Son frère Gilles a 28 ans et mesure 1,70 m. Fan de rock'n'roll, il a un look très Elvis Presley. Blouson de cuir rouge vif, jean, bottillon de cuir et bien sûr la coiffure que tous les rockabilly dignes de ce nom portent, la célèbre banane. Il est à présent 20h35, l'heure de manger. Le temps passe, il est déjà 22h35 et Gilles ne décroche toujours pas de l'ordinateur. Soudainement,
Il sent que quelque chose lui tape sur l'épaule. Il se retourne, mais il n'y a rien du tout. Ça doit être mon imagination, se dit-il. Puis il se remet à jouer comme si de rien n'était. Il est à présent minuit, l'heure du crime, et Gilles est toujours sur l'ordinateur. Il joue dans le noir complet pour avoir une bonne ambiance. Quand soudain, il sent une présence à côté de lui, ce qui le fait sursauter. « Marcelin, c'est toi ?» dit-il à haute voix. Mais aucune réponse. Gilles est un peu stressé. Il transpire abondamment. Il se dit en lui-même « Bon sang, j'ai pas rêvé. C'était bien réel tout ça. D'abord on me touche, puis je sens une présence à mes côtés. Je deviens fou, quoi. » Gilles se ressaisit et se remet à jouer comme si de rien n'était. Mais au bout de quelques minutes de jeu, il sent à nouveau cette mystérieuse présence à ses côtés. Il se retourne violemment et là, il aperçoit une silhouette fantomatique. Mais pas n'importe laquelle. C'est l'un des monstres du jeu auquel il joue. « Marcelin, arrête tes conneries, la plaisanterie a assez duré, dit-il d'un air paniqué. L'entité avance sur quelques pas, puis s'évapore dans les airs. Gilles, très paniqué, décide de voir si Marcelin est bien dans sa chambre. Une fois sur place, il le réveille brusquement. « Marcelin, lève-toi, t'as pas bientôt fini de me faire chier ? Mais t'as vu l'heure qu'il est, je me lève demain, moi. Attends, tu crois que j'ai pas vu ton manège depuis tout à l'heure ? À me toucher dans le dos, à me faire des bruits étranges, tout ça pour me faire peur et me dégoûter de mon jeu. Mais de quoi tu parles ? T'as perdu la tête ou quoi ? Mais oui, c'est ça. Fais bien l'innocent. Tu crois que je t'ai pas reconnu ou quoi ? Enfin, Gilles, t'es fada. T'as bien vu que je dormais quand t'es rentré dans la chambre. Attends, je t'ai reconnu. Je sais que c'est toi. T'as même poussé le vice à te fabriquer un costume du boucher enflé comme dans mon jeu. Enfin, ça y est, il est devenu fada. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis pas fada. Je te dis que j'ai vu un des monstres du jeu auquel je joue au moment. Tu devrais aller te coucher, Gilles. Tu es fatigué. Prends donc une verveine et va au lit. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour un fou. Mais en tout cas, je sais ce que j'ai vu. Gilles, furieux de ce que vient de lui dire son frère, part de la chambre en claquant fermement la porte derrière lui. Il retourne donc dans sa chambre jouer à son jeu. Il éteint à nouveau la lumière pour jouer dans le noir, mais au bout de quelques minutes de jeu, il aperçoit une silhouette étrange dans le reflet de l'écran, ce qui le fait sursauter. Il se retourne, mais il n'y a rien. « Ce n'est pas possible, je deviens fou ou quoi ?» dit-il à haute voix, tout en frissonnant. Puis il raisonne et se remet à jouer à son jeu. Le temps passe, il est 3h45. Gilles commence à sentir la fatigue lui piquer les yeux. Mais il est tellement pris dans le jeu qu'il ne veut surtout pas s'arrêter. Quand soudain, il entend un bruit de respiration derrière lui. Il se retourne et aperçoit une silhouette fantomatique qui flotte dans les airs. La même que dans son jeu. Gilles pousse un cri. « Ah, mon Dieu !» et saisit le cendrier sur le bureau et le jette sur le spectre. Mais le cendrier traverse l'entité et s'écrase contre le mur. Notre ami, paniqué et dégoulinant de sueur, ne sait pas trop quoi faire. Le fantôme est toujours là, en train de le guetter. Gilles se dirige à toute vitesse vers son lit, plonge sa main en dessous pour en sortir un étui vert renfermant un fusil de chasse à double canon calibre 12. Il ouvre la boîte de cartouches, charge son arme et se met également quelques cartouches dans la poche. Sans plus attendre, Gilles décharge son fusil sur l'entité qui s'évanouit dans les airs. Le coup de feu réveille également Marcelin qui se lève brusquement. « Mon Dieu, je vais lui faire moi la verveine !» De son côté, Gilles, toujours effrayé, recharge son fusil avec 2 cartouches Brenneck. Les mains tremblantes de frayeur. « Montre-toi !» dit-il en hurlant de toutes ses forces. Mais rien ne se passe. Plus de fantômes, plus rien. « Allez, sors de là, enculé, je vais te faire la peau, tu vas voir !» Gilles est à cran. Il est sur le point de craquer. Marcelin, quant à lui, vient de finir de préparer la verveine de Gilles. Sans plus attendre, il part lui amener dans sa chambre. « Voilà qui devrait le calmer, » dit-il. Marcelin, arrivé devant la chambre de Gilles, ouvre la porte. « Voilà ta verveine, dit-il. » C'est alors que Gilles se retourne brusquement et décharge d'un coup son fusil. « Prends ça, pourriture !» Lorsque le nuage de poudre se dissipe, Gilles aperçoit avec horreur qu'il vient de tirer sur son frère, Marcelin. Touché au niveau du cœur et du foie, il n'a aucune chance de survie. Le sang coule abondamment des plaies béantes. Marcelin est figé, les yeux grands ouverts. Un fil de sang commence à couler de sa bouche. « Pourquoi ?» dit-il. Peu à peu, la vie s'échappe de son corps. À bout de force, il s'écroule à terre. Les larmes commencent à couler des yeux de Gilles. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» dit-il en sanglotant, toujours figé debout tout l'enfermement l'arme du crime. Gilles hurle de toutes ses forces. « Pour ce crime,
Il n'y a qu'un seul châtiment. Il fouille alors dans sa poche et sort 2 autres cartouches, recharge le fusil, puis il s'assoit sur sa chaise. Il fait le signe de croix. Il enfourne le canon de son arme dans la bouche, puis presse les 2 détentes en même temps. Les fragments de crâne et de cervelle ensanglantés viennent consteller le mur de la chambre et l'ordinateur. L'écran taché de sang affiche ironiquement une dernière image. Game over. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les jeux vidéo ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Bien qu'il soit trop tard, Gilles l'a appris à ses dépens. Plutôt que de jouer, il aurait mieux fait d'aller au bistrot avec ses amis. Il aurait commandé un double canon de rouge. Attention, âme sensible, s'abstenir. La prochaine histoire est horrible. Elle vous apprendra que si pour de l'argent on est prêt à faire n'importe quoi, on finit bien souvent 6 pieds sous terre. Cette histoire s'intitule Les profanateurs. L'histoire se passe le 2 novembre 2001 à Toulon. En cette période difficile, trouver du travail n'est pas chose facile, surtout dans la région. C'est ce que constatent Antoine Pittillier, Benjamin Soucy et Sébastien Frontine. 3 amis à la recherche d'un emploi. Nos chers compères se sont donné rendez-vous à l'agence pour l'emploi. En effet, rechercher à plusieurs est bien plus motivant. Et à leur grand désespoir, ils ne trouvent rien qui leur convienne. Soit le lieu est trop loin pour eux, soit l'expérience demandée est trop élevée. Putain, y a rien dans cette foutue région. T'as raison, Antoine. Soit c'est trop loin, soit ils demandent une expérience que seuls les futurs retraités peuvent avoir. C'est clair, alors déjà il y a 20 annonces qui se battent en duel, si au moins il y en a une qui était raisonnable sur l'expérience et les niveaux souhaités. Tu te rends compte, bientôt il te demandera un bac plus 2 pour faire de la plonge. Et le pire, c'est que vous avez raison. Nos amis, désespérés de ne rien trouver, décident de rentrer chacun chez soi. Quand soudain, une personne les interpelle. Donnez-moi 2 secondes. Nos 3 amis approchent donc de cet individu. Antoine lui demande. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le mystérieux personnage les invite à les suivre dehors pour discuter. Nos 3 amis le suivent donc. Salut les mecs, je m'appelle Guy. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. On dirait que vous avez du mal à trouver du boulot. Ouais, et qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Eh bien, si ça vous intéresse, j'ai un petit boulot à vous proposer. Ça ne sera pas long, et en plus vous serez grassement payé. Eh bien Guy, continuez, dites-nous en plus sur ce fameux boulot. Je ne peux pas vous en parler ici. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un boulot très légal, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-on sonner rendez-vous entre parents? Eh bien Guy, pourquoi pas? Ouais, ça peut être intéressant, mais où peut-on se donner rendez-vous? Eh bien, disons d'ici 2 heures en plage du Morion. Au niveau du restaurant, un petit sarin. Ça me laissera le temps de préparer du matos. Ok, ça devrait être possible. On y sera. Ok, eh bien, tout à l'heure, les mecs. Guy s'éloigne donc de nos 3 amis. Il va préparer le matériel nécessaire pour le petit travail qu'il vient de proposer à Benjamin, Antoine et Sébastien. Une fois que Guy est hors de vue, nos amis s'interrogent. Eh les amis, vous croyez qu'on a bien fait d'accepter ce rendez-vous? Je sais pas, mais apparemment le boulot dont il nous a parlé a l'air bien payé. Ouais, mais c'est du travail au noir. Et alors? Noël approche. Et ce n'est pas avec nos sous qu'on va faire plaisir à nos familles. Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais on ne sait même pas quel sera le travail. Ouais, c'est vrai, il a raison, mais ça ne coûte rien d'aller voir et d'entendre ce qu'il a à nous proposer. Oui, Benjamin a raison. On y va et on verra bien. Ok. Faisons comme ça, mais je lui fais pas encore confiance à ce grand steak. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. Bon, dans ce cas, à juger, nous irons donc au rendez-vous. En attendant, que diriez-vous d'aller boire un coup pour patienter? Et vite, un pastaga, ça ne se refuse pas. Les 3 camarades se rendent donc au bistrot le plus proche afin de pratiquer la tradition régionale qu'est l'apéro. Le temps passe. Antoine part donc payer l'addition. Une fois fait, le petit groupe se met en marche vers le lieu du rendez-vous tant attendu. Au bout d'une petite demi-heure de marche, ils arrivent tous les 3 au lieu du rendez-vous. Ils attendent donc Guy. Et c'est alors que Benjamin se pose de plus en plus de questions. Eh les amis, je ne crois pas que ça soit une si bonne idée que ça en fin de compte. Oh Benjamin, tu vas pas commencer à te défiler, dis-moi. Non, mais je me pose juste la question, voilà tout. Je vais te dire une chose. On ne te force pas. Si tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé. Mais dis-toi que tu fais tout ce que tu peux pour être honnête. Et je ne pense que si tu fais un peu de travail au black de temps en temps, ça ne te fera pas de mal, tu ne crois pas? Si, mais... Antoine a raison, les allocations chômage ou les RSA qu'on perçoit, c'est bien, mais trop juste pour appeler ça vivre. Je dirais qu'on survit, pas plus.
Ouais, vous avez raison, mais je vous préviens, je ne le ferai qu'une seule fois, ok? Ne t'inquiète pas, je ne le ferai qu'une seule fois aussi. Si je le fais, c'est uniquement pour pouvoir acheter des cadeaux de Noël, après c'est fini. Ouais, moi aussi, je ne le ferai qu'une seule fois. Avant de dire qu'on va le faire, on devra attendre de savoir de quoi il retourne, vous ne croyez pas? Oui, tu as raison, Sébastien. Attendons que Guy arrive, il nous en dira plus. Et à propos de Guy, on est à l'heure et au lieu du rendez-vous, et il n'est toujours pas là. S'il faut, il ne viendra pas. Ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'il nous prenne pour des cons. Il avait l'air pressé de trouver une ou des personnes pour l'aider à son travail. Mais, ce serait pas lui qui arrive? Où ça? Ah oui, t'as raison, c'est bien lui. De toute façon, on le reconnaît à 10 lieues à la ronde. Benjamin ne se trompe pas. La personne qui s'avance est bien Guy Patrade. Il a 29 ans, il mesure 1m80, il a la tête rasée et porte une queue de cheval sur le dessus du crâne, ce qui lui donne l'air d'un guerrier cosaque. Il a les sourcils bien fournis et porte un bouc. Il est habillé d'un débardeur et d'un blue jean troué au genou. Une paire de Rangers à ses pieds. Le style de vêtements et la coiffure accompagnée de sa grosse voix rock a tendance à faire peur, mais ce n'est pas un mauvais bougre. Salut, vous êtes tous venus, c'est bien. Eh bien, comme tu peux le constater, nous sommes tous là. Oui, et comme dirait mon père, il vaut mieux se constater que stater le con. C'est pas que je vais rire, Guy, mais parlons de choses sérieuses. Quand tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous avais dit que tu avais un petit travail bien payé à nous proposer. Qu'en est-il? Ah oui, pardon, en fait je me suis pas présenté. Je m'appelle Imatrade. Moi, c'est Antoine Pitille. Moi, c'est Benjamin Soucy. Et moi, Sébastien Frontide. Eh bien maintenant, je peux vous parler du petit travail. Comme vous devez le savoir, tout peut se vendre ou s'acheter sur Internet. Ouais, alors? Eh bien, beaucoup vendent des jouets, des livres ou tout autre article. Moi, ce que je vends comme article, c'est autre chose de plus dur à avoir. Qu'est-ce que c'est, des vêtements contrefaits? Non, tu n'y es pas du tout. Comme vous le savez, dans notre monde, il y a plein de collectionneurs en tout genre. Moi, ce qu'on me demande, c'est beaucoup plus prisé. Viens-en au fait, s'il te plaît. Ok. Le produit que je vends le plus souvent, ce sont des os, des crânes humains, des stèles et même des fois des urnes funéraires. Tu plaisantes? Non, absolument pas. Quand tu dis des crânes et des os humains, tu veux parler de reproduction en plastique, n'est-ce pas? Non. Tous les produits que je vends sont authentiques. Mais c'est illégal, ça. Oui, je le sais bien. C'est pourquoi je le vends qu'une seule fois ou deux par an, pas plus, sinon je me ferai avoir. Mais comment tu fais pour les avoir? Les cimetières. Quoi? Tu veux dire que tu profanes les tombes? Exactement. Profaner une tombe est un sacrilège. Les dieux, les fantômes et tout le reste, ce n'est que du baratin pour couillons. Ok Guy, dis-nous en plus. Eh bien, c'est facile. Beaucoup de personnes recherchent ce genre d'articles. Par exemple, les crânes humains. La plupart du temps, ce sont les étudiants en médecine ou les dessinateurs qui me les commandent. Mais quelquefois, ce sont des sataniques. Les urnes funéraires, ce sont des pseudo-sorciers qui me les demandent. Je précise qu'elles contiennent les restes humains incinérés, bien sûr. Mais tu es fou, Guy. Tu risques la prison en faisant ça. Je le sais. Mais vu combien je peux gagner, c'est bien plus rentable que la drogue ou le vol de voiture. Et combien tu peux gagner en vendant un crâne, par exemple? En moyenne, tu peux te faire facilement 500 euros. Une urne, c'est 200 ou 250 euros. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les têtes momifiées et les squelettes entiers. Une tête momifiée te rapporte à peu près 700 euros et un squelette complet, tu peux le vendre facilement 1700 voire 2000 euros. Waouh! C'est vrai que le tarif passe au crible. Ouais, c'est vrai. Ok, je marche. Bon, explique ce qu'on devra faire. Bien là, j'ai une commande importante. On m'a demandé un crâne humain de femme, un crâne humain d'homme, une urne funéraire et un cimetière, un squelette complet. Quand est-ce qu'on devra le prendre? Ce soir. Quoi? Mais nous sommes le 2 novembre. C'est la commémoration des défunts. Tu es fou, il y aura trop de monde. Mais non, ne t'inquiète donc pas. Nous le ferons le soir à partir de 22h30. Je sais de sources sûres que les gardiens ne seront pas présents. Vu le travail qu'ils auront eu à faire dans la semaine, ils seront de repos ce soir. Comment le sais-tu? Eh bien, c'est simple. L'un des deux gardiens est mon complice. Écoutez, les mecs, je suis pas trop d'accord, moi. Benjamin, tu sais, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la police. Bien dit qu'il n'y aurait pas personne d'autre que nous. Je le sais bien, Antoine, mais ce n'est pas de la police que j'ai peur. Ne me dis pas que tu as peur des morts. Ben oui, j'ai peur. Ils vont sûrement venir, ou nous hanter, ou un truc comme ça. Nous hanter? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas entendre? Benjamin, ça doit faire la deuxième fois que je le fais, et je peux t'assurer qu'il n'y a aucun spectre. Ouais, vous devez avoir raison. Ok, c'est bon, je le ferai. Mais qu'une seule fois, après ça sera sans moi. Bon, vous êtes tous parfaits.
séparons-nous. On se donne rendez-vous à 22h15 au niveau du cadastre. C'est juste à côté du cimetière. Ok, Guy. Ok, allez, à tout à l'heure. Voilà, il est à présent 22h15. Nous sommes au lieu du rendez-vous où Guy est déjà présent. Quelques minutes après, c'est Antoine qui arrive. Puis c'est au tour de Benjamin et enfin Sébastien. Ok, les mecs, vous êtes tous venus. C'est bien. Bon, on y va sans perdre de temps. Ok, mais qu'est-ce que tu as pris comme matos? J'ai pris 3 pieds de biche, 3 sacs en tissu, une gourde remplie d'eau en cas de soif, des gants de latex pour ne pas laisser d'empreintes et des lampes de poche. À présent, ne perdons pas plus de temps. On discutera dans le cimetière. Ici, on peut être vu et entendu. Ouais, Guy, t'as raison. Le groupe se dirige vers le cimetière, mais ils n'entrent pas. Par l'entrée principale, ce serait bien trop risqué. Ils font le tour du cimetière. Une fois arrivés dans le petit ruelle, Guy leur montre un boîtier électrique et les invite à s'en servir pour escalader le grand mur hérissé de pointes. Une fois tous nos amis dans le cimetière, Guy leur fait le briefing. Bon, les mecs, voici le plan. On va se diviser en 3 groupes. Antoine et Sébastien, vous allez me trouver les 2 crânes. N'oubliez pas qu'il nous en faut 2, un homme et une femme. Benjamin, toi, tu t'occupes de l'urne. Et moi, de mon côté, je ferai le plus dur, à savoir le squelette complet. Tenez, voici une paire de gants pour chacun. Prenez aussi une lampe et un sac. Voilà, vous êtes parlé. Qui a des questions? Moi, j'ai une question. Comment je fais pour savoir où sont les urnes? Elles sont toutes au columbarium, le grand bâtiment que tu peux voir. Ils y entreposent les urnes qui contiennent les restes incinérés. Je te suggère de prendre les urnes en métal, acier ou cuivre, les tons, etc. Laisse tomber celles qui sont en granit ou en marbre. Elles sont bien trop lourdes. Ça te ralentirait. Ok, je vais le faire. Moi aussi, j'ai une question. Oui, Antoine. Comment fera-t-on pour savoir si les cadavres sont décomposés ou momifiés? Bonne question. Évitez les caveaux. Ils sont fermés par des dalles de marbre ou de granit. Ça pèse facilement 300 ou 400 kilos. De plus, il n'y a pas d'humidité, donc les corps qu'ils contiennent sont probablement momifiés. Surtout ne creusez pas les tombes qui sont en pleine terre, car en plein jour, on verra que la terre a été retournée. Visez plutôt les tombes des indigents ou des ossuaires. Pas d'autres questions? Non, ça devrait aller. Bon, il faut qu'à minuit et demi au plus tard, on est tout fini. On se donne rendez-vous au dépositoire numéro 2. Ok? Ah oui, j'avais oublié. Surtout ne marchez pas dans les allées centrales. Les lampadaires du cimetière trahiraient notre présence. Ok Guy, on a compris. Qu'est-ce que c'est du grip qu'on voit? Bon, on y va avant que je change d'avis. Ok, c'est parti. Le briefing effectué, les groupes se séparent en 3. Antoine et Sébastien ont pour mission de récupérer 2 crânes, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. Benjamin, lui, a la tâche de voler une urne, et Guy, lui, a la plus lourde tâche, à savoir de récupérer le squelette entier. Antoine et Sébastien sont arrivés dans la partie du cimetière qui est réservée aux pauvres. C'est alors que Sébastien commence à être mal à l'aise. Antoine, tu crois pas qu'on devrait arrêter avant de faire une connerie? Pense à ta famille, tous les cadeaux que tu pourras leur faire avec l'argent que Guy nous a promis. Ouais, tu as raison. Allez, on doit se mettre au boulot. Trouvons une tombe ancienne. Tiens, regarde, celui-ci est décédé en 1887. Ça doit être bon, tu ne crois pas? Ouais, ça me semble bien. Ok, alors laisse-moi soulever cette dalle. Ok, putain, c'est lourd. Il va me falloir 100 ans de dimanche pour y arriver. Au lieu de parler, soulève. Qu'est-ce que tu crois que je fais à ton avis? Attends, j'ai une idée. Avec le pied de biche, je fais le levier, et toi tu pousses sur le côté. Ok, on y va à 3. 1, 2, 3. Maintenant! Voilà, ça y est, c'est ouvert. Bon, passe-moi la lampe et le sac, je descends. Ok, tiens, les voilà. Fais vite, Antoine. Bien sûr que je vais faire vite. La prochaine tombe, ce sera toi qui descends, je te préviens. Oui, allez, éloigne-toi. Antoine descend dans le caveau sombre et humide. Les parmoires en marbre sont fendues à cause des racines de l'arbre qui pousse à côté. Après avoir écarté les quelques racines, Antoine enfonce le pied de biche entre les 2 planches du couvercle à moitié pourri et commence à faire levier pour l'ouvrir. Après quelques minutes d'effort, il parvient à briser toutes les vis. Il ne perd pas de temps et offre le couvercle du cercueil. À ce moment très précis, un bruit étrange se fait entendre. Antoine, t'as entendu? Oui, j'ai entendu, ça doit être un courant d'air. Tu crois? On aurait plutôt dit une âme en peine. C'est toi qui m'as fait de la peine à force de dire des âneries. Très drôle, Antoine.
Allez, bouge-toi, prends ce crâne et tirons-nous d'ici. Oui, ça va, 2 secondes. Antoine s'accroupit et prend quelques secondes pour observer la dépouille qui gît dans le cercueil. Après quelques temps de réflexion, Antoine saisit le crâne et l'arrache du reste du corps. Un bruit de craquement se fait entendre lorsque les quelques ligaments desséchés qu'il restait se sont brisés. Puis il range la tête dans le sac accroché à sa taille. Aidé de Sébastien, il commence à sortir de la fosse. Alors, ce n'était pas trop dur de le prendre? Non, ça va, il ne faut pas te poser des questions, sinon tu n'y arriveras pas. Allez, Sébastien, aide-moi à refermer la tombe. Allons trouver le crâne de la femme. Ok, fermons ce tombeau. Sébastien et Antoine referment donc la tombe et partent un peu plus loin à la recherche de la nouvelle tombe à profaner. Pendant ce temps, Benjamin explore le columbarium. Il regarde les noms et les dates sur les dalles. Hésitant à passer l'action, il pèse le pour et le contre. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il se décide enfin à ouvrir l'une des sépultures. Après avoir bien scruté les diverses sépultures, Benjamin vient en fait d'en trouver une qui pourrait lui convenir. Mais au moment même où il allait glisser le pied de biche dans la jointure, un chuchotement se fait entendre. Benjamin se retourne brusquement et s'exclame « Qui va là ?» Mais personne ne lui répond. Il scrute autour de lui, mais il n'aperçoit rien. « Ça doit être mon imagination, » dit-il. Rassuré, il se décide à reprendre là où il en était. Benjamin enfonce le pied de biche entre les jointures de la case columbarium et pousse de toutes ses forces pour faire sauter le joint de mastic usé par le temps. D'un coup, la dalle se décroche et tombe à terre, ce qui produit un vacarme infernal. « Et merde !» dit-il à haute voix. Benjamin introduit ses mains dans la sépulture et en sort une urne métallique de couleur bordeaux. Il s'accroupit, la dépose au sol avec l'intention d'enlever la poussière qui s'est accumulée dessus avec les années. Il sort de sa poche un mouchoir en papier, mais au moment même où il s'apprêtait à l'essuyer l'urne, une voix d'outre-tombe se fait entendre. « Nous étions ce que vous êtes, et vous serez ce que nous sommes. » Benjamin pousse un cri d'effroi. « Qui a dit ça ?» Il recule de quelques mètres et regarde aux alentours. « Antoine, je sais que c'est toi, sors de ta cachette. » Mais personne ne répond. Benjamin, dégoulinant de sueur, finit par se relever. Quand soudain, un petit bruit étrange se fait entendre. Il ne tarde pas à en trouver la provenance. L'urne funéraire ramassée un peu plus tôt se met à vibrer. C'est alors que le premier des couvercles de l'urne s'ouvre, suivi rapidement par le deuxième capuchon, pourtant bien scellé. L'urne cinéraire se met à vibrer de plus en plus, quand soudain les cendres et les restes osseux concassés contenus à l'intérieur sortent peu à peu et commencent à former un petit nuage à environ 1,50 m du sol. Tétanisé par la peur, les sphincters de Benjamin se relâchent et les larmes de terreur coulent de ses yeux. Le nuage composé des restes humains flotte toujours dans les airs. Puis, progressivement, une forme spectrale apparaît. Un squelette fantomatique, composé des cendres et des os broyés. « Rejoins-nous » Tels sont les mots qui sortent de la bouche du fantôme. Cette parole fit enfin réagir Benjamin, qui d'un coup se lève en poussant un cri d'effroi. « Non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas » dit-il en tentant de s'enfuir. Il en oublie même la lampe de poche, la laissant seule dans le noir. Benjamin court sans relâche entre les tombes et les monuments, se prenant souvent les pieds dans les pots de fleurs. Le malheureux n'y voit rien du tout. Les seuls moments où il peut apercevoir les alentours, c'est quand les éclairs parviennent à crever le ciel orageux. Le Benjamin ne sait pas quoi faire. « À moi !» hurle-t-il de toutes ses forces. Mais le tonnerre couvre aisément le son de sa voix. Il se réfugie entre deux pierres tombales, recroquevillé sur lui-même. Le jeune homme tremble de partout. Il espère que le spectre ne le trouvera pas. Soudainement, un petit bruit se fait entendre. On dirait que quelqu'un traîne une pierre sur le sol. Benjamin, apeuré, tourne la tête en direction du bruit. C'est avec horreur qu'il découvre ce dont il s'agit. La pierre tombale de la sépulture voisine est en train de s'ouvrir. Des mains putréfiées repoussent petit à petit la dalle de marbre usée. Benjamin, devenu blanc comme un linge, observe la scène. La lourde pierre tombale, suffisamment ouverte, permet au cadavre d'en sortir. Un atroce squelette recouvert de chair en putréfaction apparaît. Benjamin se relève et parvient à s'enfuir quand le mort-vivant se jette sur lui. Il court à toute vitesse quand brusquement un éclair illumine le cimetière.
Benjamin s'arrête d'un coup et aperçoit avec horreur que les sépultures s'ouvrent. Les morts sortent de leur tombe. Il a de suite compris qu'ils sont revenus entre les morts pour se venger de lui et ses amis. Ils ont osé profaner leur tombe, ils devront payer le prix. Des cadavres en putréfaction commencent à sortir de partout, des spectres en mal de vengeance errent dans le cimetière à la recherche des profanateurs. Benjamin est dans tous ses états, il ne sait plus quoi faire. « Non, vous ne m'aurez pas, dit-il avant de se remettre à courir. » Après quelques minutes de course, un point de côté le pousse à faire une pause. Il s'arrête un moment dans ce qui semble être un parc entouré de cyprès. Il s'assoit à même le sol et s'appuie le dos contre une colonne. « Ici, je peux me reposer. Je suis plus très loin de la sortie, dit-il, en se bouchant les oreilles pour ne plus entendre la plainte des morts vivants. L'orage est de plus en plus menaçant. Le tonnerre gronde. Les éclairs illuminent le ciel et le cimetière lugubre. Un éclair permet à Benjamin de lire une inscription sur une dalle. « Tu es né poussière, tu retourneras poussière. » Il se met à pleurer quand il comprend où il s'est arrêté. Ce qu'il a pris pour le parc est en fait le jardin des souvenirs. Un petit coin de pelouse réservé aux dispersions des cendres. Benjamin lève la tête et aperçoit qu'une urne funéraire en granit est scellée sur la colonne où il est appuyé. Il se retourne et aperçoit plusieurs autres colonnes surmontées d'urnes funéraires. « Oh mon Dieu, je suis sur le site funéraire !» Benjamin comprend alors qu'il n'est pas en sécurité ici. Au moment où il s'apprête à s'enfuir du jardin, une petite flamme sort du sol et l'empêche de partir. Un feu follet flotte devant lui. Benjamin tourne la tête et aperçoit que plusieurs autres feux follets se sont sortis du sol. Il est à présent encerclé. Il ne peut plus bouger. Une dizaine d'âmes errantes flottent autour de lui. « Que me voulez-vous » À peine a-t-il fini sa phrase que tous les feux follets se jettent sur lui en même temps. Benjamin s'enflamme immédiatement. Le malheureux hurle de toutes ses forces, se roule par terre, mais rien n'y fait. Le feu bleuté consume à présent son corps. « Pitié !» dit-il en regardant ses membres partir en poussière. Mais rien n'y change. Peu à peu, Benjamin perd conscience. Quelques minutes auront suffi pour le réduire en cendres. Ironiquement, une rafale de vent vient immédiatement disperser les restes de Benjamin sur la pelouse du jardin du souvenir. Un peu plus loin, Antoine et Sébastien continuent leur profanation, quand soudain Sébastien se relève brusquement et demande à Antoine « T'as entendu ?»« Quoi donc ?»« Le cri. »« Quel cri ?»« Je ne sais pas trop, on aurait dit Benjamin. »« Non, je n'ai rien entendu, et puis d'abord pourquoi veux-tu qu'il crie ?»« Pour ça !» Sébastien, effrayé, montre du doigt la sépulture qu'Antoine et lui s'apprêtaient à saccager. Une main sort du cercueil tout vermoulu et commence à ouvrir celui-ci. Une monstruosité en sort. Un cadavre tout boursouflé. Du pu coule de tous ses orifices. Il grogne des mots incompréhensibles. Ça en est trop pour Antoine et Sébastien. Ils prennent tous les deux leurs jambes à leur cou et s'enfuient de toute allure. Dans la terreur, les deux amis se séparent et finissent par se perdre dans un dédale de tombes. Sébastien court de toutes ses forces jusqu'au moment où un point de côté lui déchire le ventre, l'obligeant à s'arrêter. Un hurlement retentit. Sébastien tente de regarder dans les ténèbres ce qui a bien pu pousser ce cri. Quand il y parvient enfin, il n'en croit pas ses yeux. Un spectre flottant s'avance vers lui, bras tendus. Sébastien, terrifié, ne peut que reculer. « Ce n'était pas mon idée, dit-il, mais cela n'empêche pas l'entité d'avancer vers lui. » Sébastien recule, tout en implorant l'apparition. « Allez-vous-en, je n'ai rien fait. » Du coup, Sébastien se prend les pieds dans la bordure et tombe lourdement sur le sol, se blessant à la tête. Lorsqu'il réouvre les yeux, il voit un autre fantôme au-dessus qui pousse la lourde pierre tombale qui est placée juste au-dessus de sa tête. Lorsque Sébastien comprend ce que le spectre veut faire, la lourde stèle vient lui écraser le crâne. D'un craquement résonne, des spasmes secouent le corps sans vie de Sébastien. Antoine court à vive allure entre les tombes éventrées. Il se rue à toute vitesse vers le columbarium, espérant trouver Benjamin ou Guy, mais il ne trouve personne. Il prend quand même le temps de se reposer 5 minutes. Cette course lui a coupé le souffle. Il tremble de tous ses membres. La vision des zombies et des fantômes hanque encore son esprit. Après avoir repris ses esprits, Antoine décide d'aller voir la crypte. Guy y est peut-être.
Après quelques minutes de marche, bien angoissante, Antoine arrive enfin dans la crypte. Il descend les marches de marbre usées par le temps. Arrivé en bas, il s'aventure dans les couloirs sombres. Pas après pas, il s'enfonce dans cette crypte plusieurs fois centenaire. Après avoir traversé plusieurs couloirs, Antoine arrive enfin dans une grande pièce. Il aperçoit enfin Guy, qui vient tout juste d'ouvrir un cercueil. Guy, c'est bien toi? Très bon sens de l'observation. Pas le moment de plaisanter, il se passe quelque chose de grave. Que se passe-t-il? Les morts, ils reviennent à la vie. Mais bien sûr. Je te le jure, ils sortent tous de leur tombe. Il y a des zombies et même des spectres. Ils nous cherchent, ils reviennent pour nous. Je t'ai demandé de piller les tombes, pas de fumer les chrysanthèmes. Arrête de dire des conneries et retourne vite finir ton travail. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais Guy, tu as écouté ce que je viens de te dire? Oui, j'ai bien entendu. Mais si c'est une excuse pour me dire que tu ne veux plus piller de tombes, je préfère que tu me dises franchement. Merde, mais écoute ce que je viens de te dire. Ce n'est pas une excuse, mais la pure vérité. As-tu dit les mêmes conneries à Benjamin et Sébastien? Benjamin, je ne sais même pas où il est. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous avons vu et entendu hurler. Quant à Sébastien, il est parti en courant, quand il s'est aperçu que les morts revenaient à la vie. Arrête un peu, ça commence à bien faire. Eh ben ça, Guy, écoute-moi, partons d'ici, ils sont là, et on ne pourra plus rien faire pour les arrêter. C'est ça, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai quelque chose qui pourrait arrêter un ours. Mais de quoi tu parles? De ça. Guy saisit son sac à dos, l'ouvre et en sort une arme. Un fusil de chasse calibre 12 de type Kochgun. Il ouvre une autre poche de sac et en sort une poignée de cartouches. Sans perdre de temps, il charge le fusil avec 2 cartouches de chevrotine. Mais Guy, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ton sac? Qu'est-ce que tu crois? Ce qu'on fait est interdit, au cas où on nous surprendrait, ça pourrait m'être utile. Je ne sais pas toi, mais moi je suis prêt à tout pour ne pas finir en trou. Tu es complètement fou. Je sais. Je t'en supplie, Guy, partons d'ici. Bientôt ils vont arriver, et ici on sera piégés. Tu commences à me faire sérieusement chier. Les morts ne bougent pas et ne parlent pas, alors fais-moi plaisir, retourne donc faire ton travail. Guy n'a pas le temps de finir sa phrase que plusieurs bruits de casse se font entendre. S'ensuivent des plaintes et des gémissements presque humains. Ben, fais ce que tu veux, mais moi je me casse. Où vas-tu? Je rentrerai chez moi, pardi. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Tu oublies notre accord. Il me faut des crânes et des squelettes. Un type m'a donné rendez-vous dans une maison abandonnée au pied du pharaon. Il y sera dans 1 heure. Il y aura un bon paquet de pognon à la clé. Ne me dis pas que ça ne t'intéresse pas. À présent, je m'en fiche. Fais ce que tu veux, moi je me casse. Allez, c'est bon. Casse-toi. Dégage. Je ne veux plus te voir. Mais juste une chose. Tu n'as pas intérêt à me balancer au poulet, car je te jure, si tu le fais, tu es un homme mort. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Je prierai juste pour ton âme. Allez, ciao. Antoine s'enfuit à vive allure. Il court à travers les couloirs sombres et humides de la vieille crypte, jusqu'au moment où il aperçoit qu'une sépulture est ouverte. Le couvercle renversé, il s'avance prudemment afin de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Une fois suffisamment près, il se penche pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Un cadavre momifié est allongé dans la tombe, les bras placés sur l'abdomen. Il tient une fleur aussi et desséchée que son propriétaire. Ouf, il est bien mort. Mais à peine a-t-il fini sa phrase que la momie tend ses bras afin de saisir Antoine par les épis. Le malheureux tente tant bien que mal de se dégager, mais le cadavre momifié est très puissant. Soudainement, d'autres sépultures commencent à s'ouvrir. Des cadavres en décomposition en sortent. Ils s'avancent et commencent à saisir le malheureux Antoine. Chacun tire les membres dans une direction opposée. La peau tendue à l'extrême commence à se déchirer. Des mains pourries commencent à fouiller dans ses entrailles. Antoine, à demi inconscient, observe impuissant les mains qui le déchirent peu à peu, les dents qui dévorent sa chair, jusqu'au moment où l'un des zombies saisit la tête d'Antoine entre ses mains et commence à la compresser. La douleur est insoutenable. Antoine pousse un hurlement. D'un coup, la tête s'écrase complètement sous la pression. Le sang et les morceaux de cervelle jaillissent de tous côtés. Le cri d'Antoine arrive enfin aux oreilles de Guy, au moment même où il s'apprêtait à dépouiller une nouvelle tombe. Sans aucune hésitation, Guy saisit son fusil et avance sur quelques mètres. Il essaye de regarder dans le couloir d'où provient le bruit. « Qui va là ?» dit-il d'une voix ferme. Mais personne ne répond. Il entend juste quelques petits bruits sourds, les mêmes bruits que ferait une meute de loups lorsqu'ils dévorent leur proie.
Alors qu'il est toujours en train de scruter le couloir, Guy entend un petit bruit qui vient cette fois-ci de derrière lui. Il se retourne et aperçoit avec effroi que le cadavre qu'il s'apprêtait à profaner est en train de revenir à la vie. Guy n'en croit pas ses yeux. Il réalise que ce que lui disait Antoine un peu plus tôt était bien la vérité. Le mort-vivant vient de se relever et regarde fixement Guy et prononce un mot. Verveau. Le mot gargouille dans sa bouche remplie de pu. Le revenant s'avance doucement, traînant ses vieilles jambes putréfiées. Guy transpire à grosses gouttes. La vision d'horreur qu'il traverse, qui s'avance vers lui, le tétanise. La dépouille moisie n'est plus que quelques mètres. Soudainement, Guy se ressaisit et brandit son fusil et tire successivement les 2 cartouches. La décharge de chevrotine touche le zombie dans la thorax, lui faisant littéralement éclater. Guy recharge rapidement son arme, saisit la lampe et part tellement vite qu'il en oublie même le sac contenant les crânes qu'il voulait vendre. Il avance dans les couloirs sombres de la crypte, jusqu'au moment où il arrive enfin à l'endroit d'où provenaient les bruits entendus un peu plus tôt. Il tend la lampe à bout de bras afin d'éclairer la source du bruit et aperçoit avec horreur ce dont il s'agit. 4 zombies sont agenouillés et dévorent un tas de chair ensanglantée. En y regardant de plus près, Guy reconnaît les lambeaux de tissu qui formaient les vêtements d'Antoine. Le cadavre est donc celui de son ancien ami. Sans hésitation, Guy ouvre le feu sur les zombies. La chevrotine fait voler tout en éclats. Des morceaux d'os, de chair décomposée éclaboussent les murs. L'un des morts-vivants se relève, le corps criblé d'impact. Guy recharge rapidement le fusil, juste à temps d'ailleurs, car lorsqu'il brandit à nouveau son arme, le canon du fusil arrive tout juste devant le visage du zombie. Guy presse à nouveau la détente. Le coup de feu fait littéralement éclater la tête du revenant. Le dernier zombie s'avance vers notre ami. Guy Patrade fouille dans sa poche et sort 2 cartouches, puis recharge à nouveau le fusil. Une fois fait, il tire les 2 cartouches sur le zombie, ce qui lui fait totalement éclater le torse et l'abdomen. Du mort-vivant, il ne reste qu'une tête accrochée à un bras. Il ne représente plus un réel danger. Guy recharge sans plus attendre le fusil et continue à marcher dans les catacombes en direction de la sortie. Quelques minutes plus tard, Guy arrive enfin à la surface. Sans perdre un instant, Guy prend la direction de la sortie. Mais lorsqu'avec sa lampe, il éclaire les alentours, il aperçoit une dizaine de zombies qui avancent vers lui. Guy ne prend pas la peine d'utiliser les 2 autres cartouches, car il sait qu'il ne lui en reste pas suffisamment pour tous les détruire. Il repousse donc chemin, et arrivé au bout d'une allée, Guy se retrouve le cadavre de Sébastien. Notre ami écœuré se retourne et crie « Bande de fils de pute, vous allez bouffer du plomb !» Il fait alors feu sur les zombies, des bras et des jambes éclatant en lambeaux. Guy recharge le fusil et tire à nouveau 2 cartouches. Le coup fait cette fois-ci éclater plusieurs crânes. Alors que Guy Patrade s'apprête à recharger son arme, il s'aperçoit qu'il lui reste seulement une cartouche. Il place donc la dernière cartouche dans la chambre du fusil, puis brandit à nouveau son arme. Lorsque soudain, il entend un hurlement au loin. Petit à petit, la chose qui pousse le hurlement se rapproche de Guy. Il scrute au loin. Il espère voir ce qui hurle comme ça. Quand il y parvient enfin, il le regrette aussitôt. Un spectre se rapproche de lui. Le fantôme est effrayant. Le visage d'une mamie, les yeux vides, se rapproche de lui. Guy ne perd pas une seule seconde et s'enfuit en courant à travers les allées sombres du cimetière, espérant trouver une autre sortie. Mais arrivé au bout du cimetière, Guy est pris au piège. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre sortie. Il n'y a pas d'autre solution que de sauter par-dessus le mur. Il grimpe sur une pierre tombale, puis se hisse sur le mur. Une fois sur le mur, il prend quand même le temps de se retourner une dernière fois et aperçoit le spectre toujours à sa poursuite. Guy Patrade saute alors le mur, mais une fois de l'autre côté, il se rend compte qu'il est à l'opposé de chez lui. Affolé par le spectre, Guy a l'idée de se cacher dans la vieille maison abandonnée où il a donné rendez-vous à son ami, le même qui doit lui acheter le squelette et les crânes. Guy Patrade court à en perdre haleine. Il se retourne même plus. Après plusieurs minutes de course, Guy arrive enfin à la vieille maison. Il y pénètre. La vieille maison est terrifiante. Les murs sont de couleur rouge sang, le toit est troué par plusieurs endroits et le plafond des étages supérieurs s'est écroulé. Guy a du mal à reprendre son souffle, mais il y parvient tant bien que mal. Ça y est, je me suis enfin arrivé à ces putains de cadavres n'ont pas réussi à me tuer. À peine a-t-il fini sa phrase qu'une voix d'outre-tombe s'adresse à lui. Le fantôme est parvenu à le retrouver. Non, tu ne mourras pas. Guy tire sa dernière cartouche sur l'esprit, mais ce n'a aucun effet sur lui.
Soudainement, le spectre pénètre à l'intérieur de Guy en s'engouffrant par la bouche. Le malheureux commence à suffoquer. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» dit-il, les mains placées sur sa gorge. Soudainement, il a une drôle de sensation. Guy regarde ses mains et s'aperçoit avec horreur qu'il est en train de vieillir à vue d'œil. « Non, pitié !» s'exclame-t-il alors que sa peau commence à se parcheminer. Le corps de Guy se dessèche, ses yeux commencent à s'évaporer, la peau se craquelle et commence à tomber en poussière. Guy Patrade est en train de se décomposer instantanément. « Pitié !» Tel est le dernier mot que Guy prononce avant que son corps ne s'écroule sur lui-même. De Guy Patrade, il ne reste qu'un squelette parfaitement nettoyé. Le fantôme s'évanouit alors dans les airs. Quelques minutes plus tard, une silhouette s'approche, un grand type blond avec une queue de cheval. Il a un grand sac à la main. Il regarde aux alentours et aperçoit un tas d'ossements. Ah, voilà le squelette. Guy a tenu sa promesse. Il s'agit du client qui a payé grassement Guy pour avoir un squelette. Seulement ce dernier était loin de se douter qu'il allait être lui-même l'objet de sa vente. Qu'est-ce que je vous avais dit? Guy Patrade s'est lancé dans un mauvais business. Mais au moins, on pourra dire qu'il n'aura pas fait de vieux os dans la boutique. On dit souvent que les jouets ont une âme. Mais si vous les maltraitez, il se pourrait bien qu'ils prennent la vôtre. J'ai intitulé cette histoire « La poupée vengeresse ». Cette histoire se passe en Alsace, plus précisément à Mulhouse, dans un petit appartement loué en colocation par deux jeunes femmes. En cette sombre journée du 23 septembre 2010, Angélique, 22 ans, rentre tout juste de son travail. Elle est énervée après son patron qui lui a refusé les vacances qu'elle espérait tant, sous prétexte qu'à cette période, il y avait encore besoin de tout le personnel. Folle de rage, elle jette son sac à dos contre le mur et ne peut s'empêcher de jurer à tort et à travers. Quel vieux con! Et moi qui me faisais une joie de partir en week-end au ski. Eh bien c'est raté! Elle allume une cigarette, puis elle s'assoit sur le divan afin de se calmer les nerfs. Alors qu'elle commençait tout juste à se relaxer, son regard se pose sur une vieille poupée laissée sur la table basse. « Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi ?» dit-elle. Puis elle saisit la poupée et se met à rire. « Tiens, j'ai un nouveau cendrier. » Elle écrase alors ses cendres dans la bouche de la poupée. Au même moment, Jessica, la colocataire, rentre à son tour du travail et surprend Angélique qui écrase la cigarette dans la bouche de la poupée. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais à ma poupée? Ça se voit pas, je baptise mon nouveau cendrier. » « Mais tu es folle ou quoi? Est-ce que je brûle tes affaires, moi? Non, mais t'as bien 8 ans. À ton âge, on ne doit plus avoir de poupée. C'est un cadeau, alors je la garde. » « Les cadeaux, tu parles. Oui, mais c'était une amie qui me l'avait donné. On était inséparables toutes les deux, jusqu'au jour où elle a eu cette saloperie de cancer. Un peu avant de mourir, elle m'a donné sa poupée préférée. Quand j'y pense, ça fait 20 longues années déjà qu'elle est morte. Ouais, eh bien, t'aurais mieux fait de l'enterrer avec. Elle est moche comme tout. Mais dis donc, t'as pas fini d'être désagréable? Non, je ne commence. Eh bien, arrête, tu veux. Cette poupée, j'y tiens plus que tout. Alors, je dors tous les soirs avec. Si tu veux être ma colocataire encore longtemps, il faudra t'y habituer. Et surtout, ne plus y toucher, compris? Ok, j'ai compris, mais dis-toi bien que tu es ridicule. Mais oui, c'est ça. Jessica récupère donc la vieille poupée et part nettoyer dans la salle de bain. Ma pauvre poupée, je te promets qu'elle ne le refera plus, dit-elle, tout en lui essuyant le visage. Angélique, qui a entendu Jessica parler à sa poupée, se met donc à rire et à se moquer. Tu es ridicule, jette-la donc. Excédée, Jessica se réfugie dans sa chambre, s'allonge sur son lit et commence à pleurer discrètement en pleurant à son amie qui est décédée il y a 20 ans déjà. Jessica est une jeune femme de 28 ans, brune aux yeux bleus et mesure 1m65. Elle travaille dans un restaurant. En ces temps difficiles, elle a décidé de prendre un appartement en colocation avec une autre fille, Angélique, 22 ans, 1m60, blonde aux yeux bleus. Elle a un fort caractère et ne peut s'empêcher de dire ce qu'elle pense, ce qui lui vaut beaucoup d'ennuis à l'hôpital où elle travaille. Après quelques minutes de réflexion, Angélique décide d'aller voir Jessica afin de s'excuser sur le comportement qu'elle a eu un peu plus tôt. Angélique avance tout doucement afin de ne pas se faire entendre. Arrivée devant la porte entrouverte, Angélique jette un œil à la chambre et s'aperçoit que Jessica y est endormie, tenant fermement sa poupée entre ses bras. Angélique ouvre la porte et entre dans la chambre. Elle s'approche de Jessica et dit à voix basse : « Tu es une femme à présent, tu n'as plus besoin de ça. »
Elle saisit la poupée délicatement et l'enlève des bras de Jessica. Puis, sans faire de bruit, elle sort de la chambre et referme la porte. Angélique se dirige vers la cuisine, ouvre la porte de dehors et jette la poupée dans la poubelle qui est située dans la petite cour. Puis, elle retourne dans le salon afin de regarder son feuilleton préféré. Au bout d'un moment, un grand bruit se fait entendre, comme si quelque chose se renversait par terre. Intriguée, Angélique se lève puis se dirige vers l'endroit d'où provenait le bruit. Arrivée dans le lieu, Angélique aperçoit que le bruit venait de l'extérieur. En effet, la porte de la cour est grande ouverte et la poubelle est renversée par terre. Merde alors, encore un chat errant, se dit-elle. Angélique ramasse donc des ordures, puis elle remet la poubelle en place, mais quelque chose cloche. La poupée n'est plus dans la poubelle. Intriguée, Angélique se dirige vers la chambre de Jessica. Elle regarde par la porte entr'ouverte, qui était pourtant bien fermée. Elle voit que Jessica est toujours endormie. En regardant un peu mieux, Angélique s'aperçoit que la poupée est assise sur le lit au niveau du coussin. Comment est-elle arrivée là, se dit-elle. Puis, après s'être interrogée longuement, elle en déduit que c'est Jessica qui a dû se lever machinalement pour aller la récupérer. Angélique se remet à nouveau dans sa chambre et prend la poupée, mais cette fois-ci ferme la porte à clé. Elle se dirige de nouveau dans la cuisine, ouvre la porte de la cour, mais au lieu de la mettre dans la poubelle, Angélique jette la poupée dans la cabane de jardin située au fond de la cour, puis ferme la cabane avec le cadenas. Une fois fini, Angélique retourne devant le feuilleton. À la coupure pub, Angélique décide de faire une tisane. Elle va donc à la cuisine. Pendant que l'eau est sur le feu, Angélique ne peut s'empêcher de jeter un œil dehors. Là, elle aperçoit avec horreur que la porte de la cabane est grande ouverte. Elle se précipite à l'intérieur afin de voir de plus près. Arrivée sur les lieux, elle remarque que le cadenas est complètement détruit. Sans plus attendre, elle se dirige vers la chambre de Jessica. Arrivée devant, elle constate que la porte est toujours bien fermée à clé. Angélique ouvre donc la porte et s'aperçoit que la fenêtre et les volets sont grands ouverts. Elle aperçoit également que Jessica est toujours en train de dormir. Elle n'a apparemment pas bougé depuis le début. Angélique s'aperçoit avec effroi que la poupée est à nouveau dans la chambre, le regard fixé vers elle. Intriguée, elle se demande à nouveau comment la poupée a pu arriver là. Elle s'approche et aperçoit une hache au pied du lit. Il y a également de petites empreintes de pas sur la moquette, comme si un enfant avait marché par terre. Angélique saisit la poupée et se dirige à nouveau dans la cour. Arrivée dans la cuisine, elle sent quelque chose de mouillé la toucher. Elle regarde son débardeur et voit qu'il est couvert de boue. D'un coup, ça fait tilt dans sa tête. Instinctivement, elle regarde la poupée et s'aperçoit que les pieds de tissu de la poupée sont couverts de boue. C'est alors que d'un coup, la tête de la poupée se retourne à 365 degrés et crie « Tu n'es pas mon ami !» Angélique pousse un cri. D'un coup, la poupée s'agrippe aux vêtements d'Angélique. Cette dernière tente tant bien que mal de lui faire lâcher prise, mais en se débattant, Angélique se prend les pieds dans le bloc-porte et tombe à la renverse, se cognant fortement la tête sur le sol. À demi inconsciente, Angélique aperçoit la poupée maléfique. Elle marche tout doucement jusqu'à la table et parvient à grimper dessus. La poupée saisit une feuille de papier qui était posée sur la table, puis un stylo. Elle se met enfin à écrire quelque chose, à griffonner sur le papier. Angélique, qui est toujours à demi inconsciente, n'est plus capable de bouger et de parler. Elle lutte fortement pour ne pas fermer les yeux, qui fixent toujours la poupée démoniaque. La poupée vient de finir d'écrire. Elle fixe la feuille sur le frigo grâce à un petit aimant, puis tourne la tête vers Angélique et lui lance un regard à glacer le sang. La poupée saute de la table et atterrit au sol sans faire le moindre bruit. Elle se dirige vers Angélique. Arrivée au niveau de sa tête, la poupée émet un petit ricanement. Puis donne un violent coup sur la tête d'Angélique, ce qui lui fait perdre cette fois-ci connaissance. La poupée saisit la malheureuse victime par ses pieds et la traîne dans la cour. Le lendemain matin, Jessica se lève comme en son habitude vers 8h30 du matin. Elle émerge doucement, met ses chaussons, puis se dirige vers la cuisine afin de préparer son petit déjeuner. Elle sort donc le bol, le pain, la confiture pour les tartines. Puis elle entreprend de prendre du lait qui est dans le frigo et aperçoit une lettre accrochée dessus. Jessica la décroche et la lit. « Ma chère Jessica,
Je suis désolé pour hier, mais je me suis aperçu que nous avions pas du tout les mêmes délires. J'ai donc décidé de partir, car si je reste, je sais qu'on ne fera que se disputer. Je m'en vais, ne cherche surtout pas à me revoir. Signé Angélique. PS, je te souhaite de trouver une autre colocataire qui aimera ta poupée. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut bien prendre soin des jouets, et il ne faut jamais oublier son âme d'enfant. Angélique l'a appris à ses dépens. À défaut d'avoir oublié son âme d'enfant, elle n'oubliera pas la lame de la hache. Et voilà, c'est fini. J'espère bien que ces petites histoires vous ont fait frémir d'horreur, et j'espère aussi que cela vous fera réfléchir quant à votre comportement. Mais ne vous inquiétez pas. Au train où va la société, je crois bien que j'aurai bientôt plein d'autres histoires à vous raconter. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Alors j'espère que ce livre vous a plu, ainsi que cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, une remarque, une proposition d'un livre à lire, hein, je n'ai rien contre, au contraire. Si c'est le cas, j'essaierai de me le procurer rapidement. Mais toujours un petit livre court, une nouvelle quoi, et toujours dans la thématique horreur, épouvante, si possible. Et ou pourquoi pas policier aussi, ça pourrait être intéressant. Bref, il est temps pour moi de vous dire au revoir, et à bientôt pour une nouvelle nuit de terreur.